Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler. Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme, consacrée aujourd'hui aux villes, au cœur du capitalisme, autour de 2 livres. Géographie de la domination, capitalisme et production de l'espace de David Harvey est paru aux éditions Amsterdam en 2018 et de Villes contestées pour une géographie critique de l'urbain paru aux éditions Les Prairies ordinaires en 2014. Et pour parler de ces 2 livres, nous sommes avec la préfacière de Géographie de la domination et la codirectrice de Villes contestées pour une géographie critique de l'urbain, Cécile Gintrac, qui est géographe et qui également milite contre l'urbanisme capitaliste et pour un urbanisme alternatif à Saint-Denis. Donc bonjour Cécile. Bonjour. On voulait faire cette émission déjà parce que d'en sortir du capitalisme, c'est une question qu'on n'avait jamais abordée, la question des villes et de la géographie critique, alors que ça semble être un outil de compréhension essentiel aujourd'hui pour analyser les mutations urbaines du capitalisme. Et justement, et notamment en écho à l'actualité. Alors il y a évidemment le projet du Grand Paris, mais il y a également la transformation de Marseille. Est-ce qu'on justement pourrait donner un aperçu un petit peu sur un cas précis de qu'est-ce que permet de comprendre la géographie critique? Alors, j'ai peut-être, avant toute chose, quand même, repréciser 2 termes qui sont la géographie radicale et la géographie critique, parce que c'est 2 termes qui sont souvent associés. Bon, il faut savoir que le terme de géographie radicale, il est né aux États-Unis à la fin des années 60 autour de la revue qui s'appelle Antipode, et qui est une revue de géographie radicale et qui a très vite pris un tournant marxiste dans les années 70. Et puis progressivement, le terme de géographie radicale, donc étant associé au marxisme, il a fallu en fait trouver un autre terme pour associer les luttes féministes, postcoloniales, éventuellement aussi les sous-courants anarchistes qui existaient. Donc le terme de géographie critique permet d'envisager les choses dans leur pluralité. Donc ça, c'est 2 choses. C'est pour ça que nous, on est parti sur l'idée de géographie critique, même s'il y a une place importante qui est faite à la géographie radicale et aux approches, on va dire, plus marxistes ou marxiennes de l'espace. Donc si on prend des cas concrets, évidemment, en fait, on le voit dans le cas de Marseille, autour des projets de métropolisation de Marseille, un peu à marche forcée. Il y a vraiment toute une série de discours, un discours sur la ville compétitive, sur la métropolisation, sur la nécessité de faire des grands projets, des projets emblématiques, un discours sur le renouvellement urbain qui serait nécessaire. Tout ça, c'est des termes, en fait, ou un discours qui peut faire figure de prêt-à-penser urbain, applicable à toutes les villes. Donc là, on se situe clairement dans cette dynamique. Évidemment, ça se fait dans une forme de violence vis-à-vis des populations qui sont sur place. Du coup, la première chose, c'est d'utiliser en fait les textes de géographie critique pour démonter ce prêt-à-penser urbain. Essayer de comprendre du coup quels sont les mécanismes à l'œuvre derrière, les tendances de fond
liées au capitalisme pour essayer de sortir de discours sur la ville durable, sur la ville compétitive, sur la ville inclusive, tous ces termes qui sont repris maintenant un peu partout. Voilà, donc dans le cas de Marseille, il est fortement emblématique parce qu'autour du réaménagement de la plaine et des effondrements des immeubles, on a à la fois le renouvellement urbain à marche forcée et en même temps la dégradation intense des quartiers populaires. Donc mis bout à bout, en fait, on peut utiliser la géographie critique et la géographie radicale pour y voir plus clair. Donc je pense par exemple, évidemment la question qui se pose c'est souvent celle de la gentrification, mais la gentrification en fait c'est pas simplement un phénomène culturel où on trouve des cafés tendances ou des magasins bobos. Enfin ça c'est on va dire la surface. Le vrai fondement de cette gentrification, c'est ce que montre Neil Smith, qui est un géographe radical américain qui a beaucoup travaillé sur la gentrification, c'est que le nerf de la guerre, c'est le différentiel de rente foncière. Donc le différentiel de rente foncière, c'est l'idée de trouver une plus-value dans l'espace. Et quand un quartier est bien placé et central, il y a toujours moyen de faire une plus-value à condition d'attendre assez longtemps pour que le bâti se dévalorise nettement. Je pense qu'il y avait une citation qui était très intéressante qu'on peut donner rapidement pour essayer de comprendre de quoi il retourne. La dévalorisation conduit à la détérioration physique qui entraîne à son tour une baisse du prix du marché du terrain occupé par le bâtiment dégradé. Quand et seulement quand le différentiel entre la rente foncière effective et la rente foncière possible devient assez important, alors il devient profitable de redévelopper le terrain et de le réhabiliter pour lui donner un nouvel usage, et le capital se remet à affluer sur le marché du centre-ville. Voilà, c'est typiquement un peu ce qu'on a vu dans la rue d'Aubagne à Marseille. Le mécanisme de gentrification, ce n'est pas le café latte ou ce n'est pas uniquement le magasin de fringues bobo. C'est vraiment la surface, c'est quand même des mécanismes profonds de diffusion du capitalisme. Il faut savoir que Neil Smith, c'est un étudiant, enfin c'est un ancien étudiant de David Harvey, et donc il a fait ses armes justement dans la géographie du capitalisme. Oui, d'ailleurs, c'est très intéressant cette théorie de Neil Smith, parce que en fait, ça permettait d'expliquer, notamment dans le contexte américain, pourquoi est-ce que finalement des centres-villes qui avaient été un peu abandonnés finalement aux classes populaires, qui n'avaient pas connu de développement urbain, voilà, en étroit lien avec donc le développement des banlieues résidentielles fondées sur la voiture, la petite maison pavillonnaire pour les classes moyennes blanches. Comment est-ce que finalement, à un moment, ces centres-villes avaient été devenus des opportunités de profit? Et c'est effectivement comme il l'explique très bien, parce que justement, en fait, c'était des terrains qui étaient qui étaient devenus très peu chers, puisque le bâti avait été laissé à l'abandon pendant des décennies. Et par contre, du fait de la restructuration capitaliste, notamment à partir des années 70, il y avait un potentiel de valorisation foncière énorme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, on n'est pas du tout dans le cas américain où, effectivement, les centres-villes ont été complètement dévalorisés. Quoique, il y a quand même des cas en France, par exemple, qui sont similaires. Effectivement, les villes méditerranéennes, à l'exception peut-être de Montpellier, mais elles ont connu une très forte périurbanisation. Nous, on n'appelle pas suburbanisation, mais on va dire périurbanisation. Et du coup, les centres-villes sont parfois à l'abandon. C'est le cas à Béziers, c'est le cas, effectivement, à Marseille, dans une certaine mesure. Donc il y a cette nécessité de réinvestir dans le centre-ville pour les métropoles et dans le cadre de la métropolisation. Et puis, ce qui se dessine en fait, par exemple en Île-de-France, c'est pas tant le centre-ville pur parisien, mais c'est les banlieues rouges en fait. C'est les anciennes zones industrielles. Je prends le cas de Saint-Denis que je connais bien. C'est vrai que tous ces espaces qui ont été abandonnés, où le terrain coûte extrêmement peu cher, mais dans une proximité quasi immédiate du centre-ville, c'est évidemment d'immenses potentialités de profit en fait. Et on le voit, alors là c'est pas du tout terminé parce qu'effectivement avec le Grand Paris, les gares du Grand Paris, moi ce qui me concerne plus directement les Jeux Olympiques, l'arrivée des Jeux Olympiques dans des méga événements, on a effectivement des terrains qui peuvent offrir un différentiel de rente foncière assez considérable. Donc ça c'est des processus qui se voient aujourd'hui. Alors à condition évidemment, à condition qu'il y ait un investissement de départ. C'est-à-dire que pour arriver à cette rente de profit, généralement, il faut un investissement concret, du solide, on va dire, que ce soit des transports, évidemment, des grosses infrastructures. Et alors là, c'est là qu'on peut revenir indirectement à David Harvey. Hein. Ce qui a occupé beaucoup du travail de David Harvey, c'est de définir ce qu'il appelle le special fix.
c'est en fait comment pour qu'il y ait mobilité du capital, il faut qu'il y ait un ancrage concret. Alors il prend l'exemple des aéroports, en fait, pour que des avions volent dans le monde entier, en fait, il faut quand même un aéroport. Et l'aéroport, généralement, il n'est pas financé par le privé, il est financé par le public. Donc en fait, il y a une sorte d'investissement public pour que le capital circule. Donc, ça, c'est le cœur du Special Fix, de ce que montre David Harvey. C'est assez passionnant parce que ça permet de comprendre pourquoi des quartiers peuvent être réévalués. Et généralement, il faut un fort investissement public. Et c'est par exemple le cas en Seine-Saint-Denis, puisqu'on a le cas de Saint-Denis où ça va être les Jeux Olympiques en fait qui vont être l'opportunité en fait pour réaliser cette rente différentielle qui promet d'être assez importante. Et en même temps, on voit ça aussi dans une moindre mesure à Saint-Ouen, où justement là il y a une création de transport, puisqu'il y a la ligne 14 qui va aller jusqu'à la mairie de Saint-Ouen. Il y a aussi le Conseil régional d'Île-de-France qui s'est mis à Saint-Ouen. Et donc tous les ingrédients finalement sont prêts pour que le bâti immobilier à Saint-Ouen, qui est quand même, qui est peu cher alors que c'est aux portes de Paris, pour une opportunité de rente, de plus-value immobilière très importante. Et finalement, c'est vrai que c'est vraiment très intéressant la théorie de Neil Smith sur la gentrification, parce que d'habitude, on voit ça quasiment comme une espèce de développement, de transfert d'une population à une autre, où finalement les bobos vont trouver un quartier joli et vont se dire tiens, on va y aller, et puis petit à petit, naturellement, les loyers vont un peu augmenter et la population des classes ouvrières va partir. Ce qui est évidemment un des aspects des choses, une espèce de lutte de classe urbaine pour l'occupation pour le droit à la vie d'une certaine manière. Mais en même temps, il y a des logiques capitalistes beaucoup plus fondamentales derrière qui sont intéressantes à analyser. Et par rapport à ça, là on a évoqué notamment David Harvey, mais on pourrait remonter finalement jusqu'à un peu au fondateur de toute cette géographie critique, qui est Henri Lefebvre, qui précisément, avec son livre Le droit à la ville, avait un peu fondé, ou disons avait été un texte très important, disons, de ce courant, et qui aujourd'hui, ce concept de droit à la ville est remobilisé dans un contexte où précisément les classes populaires sont poussées hors des villes, même dans les dernières villes comme Marseille, où elles avaient encore un ancrage dans les centres-villes très important. Oui, alors le droit à la ville, c'est vraiment fondamental. Alors c'est fondamental en termes épistémologiques, c'est-à-dire qu'en fait, Henri Lefebvre, il est incontournable, y compris dans la géographie critique et radicale anglophone. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas un colloque sans une mention d'Henri Lefebvre et du droit à la ville. C'est quasiment incontournable. C'est d'autant plus étonnant qu'en France, il avait un peu disparu de la circulation. Mais c'est vrai que le droit à la ville, quand on le relit, il a un caractère assez visionnaire, en fait. Il y a vraiment des moments où il annonce la métropolisation, où il annonce la compétition interurbaine. Alors, il parle de Nouvelle-Athènes, par exemple, mais pour montrer qu'il y a à la fois des serfs et des citoyens libres. Alors là, on pourrait appeler ça la bourgeoisie, mais il a vraiment une vision extrêmement visionnaire. Donc le relire, c'est toujours intéressant. Alors il y a toute une partie du droit à la ville qui est quand même un peu difficile à aborder, mais il y a par moments vraiment des éclairs de lucidité par rapport à l'évolution de l'urbain dans le monde. Et c'est vrai que le droit à la ville, qui part de toute façon d'une théorie tout à fait marxienne, c'est la différence entre la valeur d'usage et la valeur d'échange, c'est-à-dire que la ville a une valeur d'usage, elle est nécessaire parce que l'espace de la ville, c'est quand même un espace fascinant de rencontres, de cette anonymisation permet quand même beaucoup de choses en fait, ça permet de sortir de sa classe sociale d'une certaine manière. En tout cas, c'est des trajectoires sociales qui sont prédéterminées. Donc la ville en soi, elle a une valeur d'usage énorme, y compris alors ce qui paraît le plus représentatif de ça, c'est sans doute peut-être dans une certaine mesure la ville médiévale, quand on y avait accès. Quand on n'était pas hors de la ville. Et puis, avec l'industrialisation de la ville, ce que montre Henri Lefebvre, c'est que progressivement, il y a une mise à distance en fait, des populations, qu'il y a forcément des zones industrielles, il y a des zones de résidentiel pour les ouvriers. Et dans une dernière étape, en fait, qui est celle vraiment de la ville capitaliste actuelle, on a même une très forte sectorisation, un très fort zonage, c'est la théorie du zoning, surtout à partir des 30 Glorieuses, où on a construit ces fameux quartiers
quartiers, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les cités, mais enfin les grands ensembles, hein, pour loger massivement, et puis pour loger massivement loin de la ville. Et donc en fait on a des vies pour le coup qui sont consacrées en fait à faire notamment du transport, ce qu'on peut observer évidemment à l'heure actuelle, et des vies qui sont complètement, enfin tout ce qui faisait la teneur de la ville disparaît complètement. Tous ces espaces de rencontre sont fortement organisés en fait ou détournés pour en fait la production capitaliste. Donc la ville perd tout à fait son intérêt. Alors le droit à la ville, en fait, selon Henri Lefebvre, hein, c'est pas le droit à l'accès aux services de la ville, par exemple, c'est pas avoir accès au transport, même si finalement c'est pas quand même complètement inintéressant quand on voit les débats actuels. Ça, c'est la version, on va dire, minimaliste du droit à la ville qui a été très récupérée, hein, c'est-à-dire avoir accès au centre-ville, etc., etc. Mais la vraie vision d'Henri Lefebvre, elle est tout à fait libertaire, elle est celle de l'auto-organisation. Et à un moment donné, il dit que la participation, la vraie participation, elle a un nom, elle s'appelle l'auto-organisation, en fait. Ce qu'on appelle la démocratie participative, c'est une version très, très édulcorée de ce que peut être l'auto-organisation. Bon, cela dit, ça c'est un peu un point de débat, mais c'est vrai que le droit à la ville, on va dire minimaliste, n'est pas complètement inintéressant non plus, parce que quand il y a des gens, par exemple en Amérique latine, qui ont pas accès ni à l'électricité, ni à l'eau, etc., le premier droit à la ville, cette revendication du droit à la ville là, il n'est pas complètement à jeter avec l'eau du bain, parce que, enfin, on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que il faudrait arriver à un droit à la ville, on va dire, supérieur, voilà. Oui, c'est intéressant. On va pas trop en parler dans la deuxième partie, mais un des articles, un des auteurs traduits dans Ville contestée, c'est Don Mitchell, et lui il parle, finalement il a une vision aussi assez minimaliste quand même de ce droit à la ville, et lui il parle enfin, du droit à l'espace public, enfin, notamment dans le cadre des politiques urbaines qui visent à vider les villes des SDF, à leur interdire de satisfaire leurs besoins élémentaux, etc. Après, je pense que c'est intéressant quand même ce concept de droit à la ville, aussi dans un contexte où finalement la ville en tant que telle a été enfin, très critiquée, notamment avec la critique écologiste à partir des années 1970, et où finalement ce qu'il y avait de positif pour des gens comme Henri Lefebvre, mais aussi pour Guy Debord ou aussi pour Marx, dans la ville, a été un peu presque perdu de vue. Et bon, par exemple, voilà, chez Debord, c'était vraiment l'idée de la rencontre, de situations inattendues, alors que dans la campagne, c'est moins propice évidemment à la rencontre. Il y avait aussi l'idée de la rencontre de la différence aussi, c'est que la ville permettait de mettre en lien des populations qui étaient très différentes. Et c'est vrai que les villes, c'est typiquement les endroits où naissent voilà, une espèce d'interculturalité, une transformation, enfin une désidentification des individus par rapport à un terroir, par rapport à un territoire, etc. Presque, on pourrait dire que, enfin, l'internationalisme, il peut, enfin, en tout cas, il a plus tendance à naître en ville que dans les campagnes. Et c'était, d'ailleurs, le livre le mentionne à un moment que justement Henri Lefebvre, ce qu'il trouvait de particulièrement important dans la ville, c'était l'idée que, enfin, pour citer Marx, hein, que l'air de la ville rend libre, dans le sens où, voilà, comme tu l'as dit, il anonymise les normes sociales qui peuvent peser sur un tout petit milieu à la campagne sont moins fortes, et donc il y a des possibilités de trajectoires individuelles, existentielles, qui sont quand même démultipliées. C'est pour ça d'ailleurs que Marx et Engels, dans leur réflexion sur une société post-capitaliste, pensaient à une espèce de dépassement de cette dichotomie entre la ville et la campagne, parce qu'à la fois ils voyaient tous les problèmes de la campagne en termes de promiscuité, de normes, de communautarisme, etc. Et en même temps, ils voyaient aussi les problèmes des villes en termes notamment écologiques, du fait que il y avait des problèmes de métabolisme avec la nature, problème des déchets, le problème de... Et finalement, bon voilà, ce qu'ils pensaient, eux, c'était voilà, abolir cette distinction et opérer une espèce de déconcentration qui permettrait d'avoir un peu l'avantage des deux. Donc un peu une espèce de monde, voilà, peuplé de multiples petites villes ou gros villages. Et d'autre part... Dans le livre Ville contestée, c'est aussi précisé. Finalement, ce livre, Le droit à la ville, il prépare un livre de Lefebvre qui
qui est vraiment fondateur et qui est la production de l'espace et qui va être ensuite, enfin cette expression de production de l'espace va être ensuite reprise notamment par Harvey. Finalement, sa théorie, c'est quand même beaucoup une théorie de la production capitaliste de l'espace. Du coup, est-ce que tu peux parler un petit peu de la production de l'espace et aussi ensuite de comment est-ce que Harvey va lui théoriser cette production de l'espace, surtout au niveau des villes? Oui, bon, la production de l'espace, hein, c'est effectivement, chaque société produit enfin, pour faire très simple, chaque société produit son propre espace. Alors, je rentrerai pas dans les différentes conceptions de la production de l'espace chez Lefebvre, mais la société capitaliste, elle produit indéniablement un espace, dans la mesure où, c'est ce qu'a montré Hervé très très bien, que pour une des conditions de réalisation du capitalisme et du profit, c'est l'expansion spatiale. Il y a plusieurs manières de voir les choses, il faut essayer de se représenter un peu les choses dans l'espace. Soit l'expansion spatiale, elle se fait sur des territoires, on va dire, non capitalistes. Donc ça, c'est un petit peu à l'échelle mondiale, on va dire, là, une forme d'impérialisme qu'on voit toujours à l'heure. Mais ce que montre assez bien Harvey, c'est qu'en fait, cette expansion spatiale, elle peut se refaire sur un espace déjà produit, en fait. C'est une production incessante de paysages. Donc elle peut très bien se refaire sur des endroits hautement profitables, que sont par exemple les villes. Donc il y a un effet de... Si je résume les choses dans une image que tout le monde comprendra, c'est l'idée de recyclage, en fait. On peut recycler un espace déjà produit. C'est exactement le principe de la gentrification, c'est-à-dire que, bon, tant qu'on a les conditions pour le recycler, c'est-à-dire à un moment donné une vraie dévalorisation, on peut refaire un profit sur de l'espace. Donc c'est une production permanente en fait d'espace et chaque société produit son espace. Et elle peut aussi, cette production de l'espace, se faire dans l'exploitation des différences. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une production de l'espace qui serait une sorte de rouleau compresseur. Alors, souvent, ça a cette image quand même de rouleau compresseur. C'est-à-dire que de loin, on a l'impression que tout se fait de la même manière. Mais en fait, finalement, c'est un rouleau compresseur assez malin, on va dire. C'est-à-dire qu'il exploite assez bien les différences, y compris des différences qui pourraient paraître a priori anticapitalistes, des différences multiculturelles, une tradition même... dans la ville, une tradition anticapitaliste, ça peut même être valorisé. C'est un peu l'idée d'un article que j'aime beaucoup en géographie de la domination qui s'appelle l'art de la rente, où en fait l'espace peut produire des rentes de monopole. Alors Harvey prend l'exemple du vignoble. Effectivement, par exemple, avoir un vignoble, c'est pas du tout la même valeur évidemment qu'un terrain à côté, et c'est vraiment parce que c'est à cet endroit précisément qu'on a une rente de monopole. C'est-à-dire qu'on tire beaucoup de profit de l'espace. Mais du coup, si par exemple je reviens à Marseille, finalement le quartier, la figure du quartier populaire, elle peut devenir un élément de rente de monopole. C'est-à-dire qu'en fait, on peut garder cette image de quartier populaire, de quartier même mobilisé, militant, ça peut devenir être complètement récupéré dans une image de ville capitaliste classique en fait. Comme Naples un petit peu aussi, Ouais. où finalement une bonne partie du tourisme de Naples se base justement sur cette idée d'une ville populaire, mafieuse. C'est-à-dire que c'est vrai que ce qui est très intéressant dans la théorie de David Harvey et aussi d'ailleurs de Neil Smith, ça contredit un peu cette idée que finalement le capitalisme ne serait qu'une homogénéisation de l'espace et une uniformisation. C'est-à-dire que finalement le rouleau compresseur un peu de la mondialisation qui uniformiserait les espaces. Enfin, et c'est là où David Harvey parle justement de la nécessité d'avoir une approche un peu dialectique justement de ces phénomènes. C'est que cette uniformisation, elle est en tension avec en même temps une logique de différenciation qui est nécessaire au capitalisme. Parce que dans le cadre de la concurrence capitaliste, David Harvey il parle de capital symbolique collectif, comme à l'échelle d'une ville, par exemple Paris. Le fait que Paris soit Paris, ça lui donne un avantage compétitif pour tous les capitalistes industriels et fonciers notamment, ou du tourisme, par rapport à être Lille, qui est pourtant pas très loin et pourtant très bien située, etc. etc. Mais juste, il y a une différence énorme et dont il parle dans son article. Oui, parce qu'il y a une vraie valeur en fait symbolique des espaces qui peuvent être pleinement utilisés par le capitalisme. Bon, alors ce que dit Harvey, il essaye d'être positif, il dit qu'en fait, bon, ça donne aussi une sorte de marge de manœuvre, c'est-à-dire que le capitalisme est obligé de laisser une marge à la différence et une place à la différence pour pouvoir exister, c'est-à-dire pour créer des rentes de profit qui ne soient pas simplement une expansion spatiale en type rouleau compresseur.
pour exploiter des différences, il faut laisser quand même une petite marge de manœuvre. Donc, en fait, l'idée d'Harvey dans tout ça, c'est quand même d'essayer d'exploiter la marge de manœuvre, aussi faible soit-elle. Mais bon, évidemment, ça peut vouloir dire aussi qu'on peut être tout à fait récupéré ou qu'un mouvement populaire, en fait, peut être complètement vidé de sa substance dans une forme de Disneylandisation, en fait, du monde. C'est-à-dire que chaque espace aurait une sorte de valeur ou de symbolique intrinsèque qui pourrait être en quelque sorte vendu, avoir une valeur marchande. Et effectivement, la valeur d'usage, entre guillemets, qui est celle des relations sociales, peut devenir tout à fait une valeur d'échange sur un marché, notamment, effectivement, il faut bien le dire, du tourisme, qui est une des grandes tendances aussi actuelle, en fait. C'est que, compte tenu de l'émergence d'une classe moyenne mondialisée, on va dire, le tourisme est devenu vraiment une pratique de masse. Et puis par ailleurs aussi pour le marché immobilier qui a tout intérêt à mettre en valeur ces différences-là. Donc on le voit effectivement à Marseille, il y a cette image à la fois de ville populaire qui peut être reprise et puis en même temps quand on n'a plus besoin des classes populaires, on peut toujours passer à une phase numéro 2 qui est l'éviction des classes populaires, mais en garder quelques symboles. Voilà. On peut garder les symboles aussi, c'est pareil à Saint-Denis d'une ville ouvrière et puis finalement en fait faire un urbanisme complètement aseptisé en fait parce qu'il y a une très forte il y a une très forte plus-value possible en fait. Oui, c'est pour ça que finalement, ce que dit Harvey, c'est une espèce de limite presque objective, disons, à cette tendance à l'uniformisation et à la transformation complètement capitaliste des villes. Mais c'est une limite qui est quand même, je veux dire, si il prend l'exemple de Barcelone. Oui, certes, Barcelone ne peut pas complètement se transformer en un Disneyland, sinon elle cesse d'être Barcelone et elle devient une ville comme une autre. En fait, c'est ça. La limite objective, c'est que si une ville devient tellement semblable aux autres, tellement où finalement il n'y aurait plus que des McDonald's, des Disneyland, des choses comme ça, ben évidemment, ça perd tout l'intérêt touristique, notamment de ça. En même temps, il prend l'exemple à l'inverse de Berlin et de tentatives de rénovation un peu romantique ou néo-romantique de Berlin. En même temps, ces projets-là vont pas forcément non plus être tenus parce que si une ville devient tellement spécifique culturellement que les touristes ne peuvent pas en absorber les codes facilement, et ben en fait ça va, enfin les touristes vont plus venir en fait si ça devient trop spécifique. Donc finalement il y a une limite objective au développement du capitalisme et à sa tendance à l'uniformisation et à la Disneylandisation des villes. Mais bon, malgré tout, c'est quand même une limite objective assez restreinte, quoi. Oui, on le voit bien par exemple à Berlin. Tout le terreau des squats se sont fait complètement récupérer. Par exemple, un quartier comme Prenzlauer Berg, qui était un quartier vraiment militant de squat, maintenant c'est le fin du fin pour les touristes. Et Airbnb est passé par là. Alors, ce qu'on peut dire, après, il y a aussi des dynamiques à l'œuvre et des acteurs qui sont intéressants. Par exemple, Airbnb, c'est un des acteurs majeurs de ces transformations des villes. Donc là, c'est d'ailleurs les géographes critiques de Berlin, donc moi que j'ai un peu suivi, leur principale préoccupation, c'est ce qu'ils appellent la touristification de Berlin. C'est-à-dire que faire en sorte que des villes deviennent des terrains de jeu pour des touristes, bon, c'est un vrai problème. Et il y a ce côté aussi où voilà, la contre-culture... la contre-culture des squats, c'est aussi une contre-culture festive, ça peut être aussi une contre-culture musicale, culturelle, qui donne un attrait, on va dire, incroyable pour une certaine forme de tourisme. Donc là, on est au cœur de la contradiction. Et alors après, pour lutter contre ça, c'est difficile. Alors on peut partir sur une idée complètement libertaire, qui serait celle de il faut plus de squats, etc., etc. Bon, ce qui joue aussi, c'est quand même des formes de régulation, parce que le nerf de la guerre, c'est quand même la législation du logement, la législation de la location. Et c'est vrai que ça, c'est des points sur lesquels il faut se battre, en fait. Parce qu'on peut considérer qu'il n'y a que... là, je vais être un peu moins libertaire, peut-être que la moyenne de nos auditeurs. Mais moi, il me semble que tout ce qui relève quand même de certaines formes de législation, ça a un rôle stratégique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait montré Anne Clerval dans son ouvrage sur la gentrification à Paris. C'est-à-dire ce qui avait ralenti assez longtemps, en fait, la gentrification à Paris, d'une certaine manière, c'était l'accès au logement social. Oui, et par rapport à ce que tu dis, d'ailleurs, c'est un des arguments du géographe libertaire
qui est dans l'ouvrage, des Souza, qui montre l'importance des mouvements sociaux comme agents de l'urbanisme. Il prend l'exemple du mouvement des travailleurs sans toit et pas sans terre au Brésil, et aussi l'exemple de Porto Alegre, et il montre comment est-ce que ces mouvements sociaux à la fois ont quand même intérêt à voilà, effectivement avoir une place dans le processus législatif parce que c'est ce qui va être le plus effectif pour contrer les visées du capital foncier, et en même temps pas non plus trop se laisser prendre au jeu, toujours rester critique quand même par rapport à cette participation, sous peine en fait d'être récupéré, instrumentalisé, tout simplement devenir voilà, des agents en fait de la transformation capitaliste des villes, quoi. Mais je crois que là, c'est un point qui va nous emmener loin, mais c'est la question des stratégies à adopter, y compris des stratégies spatiales. Alors, c'est peut-être une réponse de Normand que je vais faire, mais d'une certaine manière, je trouve que avec le temps, en ayant milité aussi de mon côté, je pense que toutes les options sont bonnes à prendre. Et il faut, à mon avis, il faut les mener de front. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que j'ai dit aussi quand j'ai été à Marseille, dans le quartier de la Plaine, où on a eu une discussion sur les apports de la géographie critique. Mais ça, c'est plutôt un élément de considération un peu personnel au regard du militantisme. Je crois qu'en fait, toutes les options sont bonnes à prendre. On ne sait pas laquelle va être la plus efficace au final, souvent. Et je crois qu'en fait, on peut avoir un versant assez dur, un versant, on va dire, légaliste, un versant même politique, voire électoral. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on est dans la perspective quand même des municipales 2020, qu'il y a beaucoup de courants municipalistes qui se dessinent. Alors moi, je suis pas forcément très très partante pour ce genre de choses, mais cela dit, il est clair que la menace électorale, elle est forte, et qu'on peut obtenir, à mon avis, certaines choses, des abandons de projets, ça se fait, hein, techniquement, que des recours vraiment, on va dire, juridiques, ça marche aussi, par moment, que des vrais mouvements sociaux, ou des mouvements locaux, en fait, tout ça peut fonctionner ensemble. Et je suis pas sûre qu'en fait, on ait la réponse a priori de la stratégie qui va être la plus payante. Et c'est souvent, j'ai l'impression, une sorte de cocktail de stratégie qui est susceptible de fonctionner. C'est-à-dire que ça peut, face aux autorités, c'est souvent ce qui fait peur. Alors nous, par exemple, j'en reviens au cas personnel au cas personnel et collectif, hein, une mobilisation contre les Jeux Olympiques. Pour le moment, il n'y a pas vraiment, comme on a 6 ans de l'événement, on n'a pas la force pour faire une sorte de mobilisation générale de Saint-Denis contre un projet qui est dans 6 ans, qui sur le papier est extrêmement complexe. Donc pour le moment, on est un peu dans la guérilla technocratique et juridique, et dans l'intimidation sur les réseaux sociaux, enfin l'intimidation, l'omniprésence sur les réseaux sociaux. C'est pas très satisfaisant, hein, comme manière de mobiliser les gens, mais en fait il faut bien s'adapter, et en fait, à mon avis, toutes les stratégies sont bonnes à prendre en fait. C'est ce que dit aussi David Harvey dans Géographie de la domination. Il s'interroge en fait en relisant le manifeste du Parti communiste sur les manières les manières de se mobiliser. Et en fait, ce qu'il pointe bien, c'est que la bourgeoisie, on l'a vu, a une stratégie éminemment spatiale, hein. Elle se dirige là où il y a de la rente foncière, enfin de la rente foncière effective. Elle est capable tout à fait de jouer la concurrence et de diviser les classes entre elles et de se déplacer quand il y a un problème. Et en fait, elle utilise l'espace comme un outil de gouvernement, comme un outil de rentabilisation, de création de profit. En face, on a des mouvements qui sont pas toujours, qui n'utilisent pas l'espace pleinement en fait. Alors ça nécessite en fait d'envisager différentes échelles, de s'adapter en fait, de fonctionner en réseau. Tout ça, c'est des éléments en fait. On peut pas forcément faire qu'une grève à l'usine actuellement, ou qu'un mouvement social ultra localisé. Et puis là aussi, il y a des espaces qui sont plus ou moins propices. J'ai envie de dire que là, par exemple, une place comme la place Jean Jaurès à Marseille, qu'on appelle la Plaine, c'est un lieu effectivement de mobilisation qui est énorme, parce qu'une place, on peut pas la supprimer, on peut pas la décaler, etc. Quand on a des ZAD, c'est un peu la même chose en fait. C'est ancré localement, on peut se battre sur place. On peut se battre aussi dans d'autres lieux, dans des lieux symboliques, mais il faut encore qu'il y ait des mobilisations possibles. Enfin bref, il faut utiliser toutes les ressources de l'espace, que ce soit en termes de mobilisation, de changement d'échelle. En fait, il faut parfois jouer sur les oppositions entre acteurs qui sont nombreux. Enfin, on peut faire capoter un projet, par exemple, ou les faire reculer en jouant sur
les concurrences d'acteurs, par exemple. C'est pas très sexy, hein, je veux dire, en termes de mobilisation, mais ça peut marcher, en fait. Donc voilà, toutes ces stratégies qui peuvent être à la fois spatiales et des stratégies d'échelle, elles me semblent intéressantes à explorer dans les mouvements. Mais effectivement, c'est ce que De Souza aussi dit sur le Brésil, que finalement, ce qui a le mieux marché, c'est que les mouvements sociaux, s'ils sont simplement en opposition complète au processus législatif et qui jouent pas justement sur les concurrences d'acteurs et qui refusent toute forme de participation, du coup, ils en sont au pur rapport de force. Évidemment, en général, quand il y a l'État et le capital qui est contre un mouvement social, en général, c'est l'État et le capital qui gagnent. Par contre, s'ils arrivent en même temps que de maintenir cette pression à faire des alliances très circonstancielles avec des partis progressistes, etc., etc., du moment qu'ils ne se font pas récupérer par ces partis progressistes ou cooptés, c'est d'ailleurs, il fait une distinction, il dit il faut surtout pas se faire coopter, mais très circonstanciellement coopérer éventuellement avec ce genre voilà, de force de gauche institutionnelle, etc. Là, ça marche effectivement mieux. Enfin, comme le capitalisme lui-même a des tensions spatiales, les mouvements sociaux dans leur stratégie sont aussi en tension. Voilà, pas être trop légaliste et étatiste. Sinon, en fait, c'est la récupération et la neutralisation par la politique étatique. Et en même temps, pas trop de marginalisation. Sinon, enfin, en tout cas, en l'absence d'une situation révolutionnaire, c'est l'impuissance, la Oui, puis marginalisation. pour mobiliser largement aussi, il faut trouver aussi des arguments qui portent au-delà des courants militants, en fait. Si on veut rallier des gens, il faut avoir des arguments. Alors, c'est ce qu'ont bien fait, par exemple, ce que font bien à la Plaine, hein. Par exemple, ils ont mis enfin, des tracts où il y a ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, par exemple. Et dans ce qu'on veut, il y a des vrais éléments de vie quotidienne, en fait. C'est pas simplement, en fait, on peut pas trop se positionner simplement en termes d'opposition aux forces capitalistes, etc. Les gens, ils ont envie de vivre, en fait. Et ils n'ont pas envie de vivre dans 50 ans, ils ont envie de vivre maintenant. Et ils veulent effectivement des espaces publics agréables, une qualité de vie. Enfin, ça, c'est quand même compréhensible. Moi, c'est ce que j'ai un peu observé un peu dans ma pratique militante, mais je dis pas qu'on a des grands succès hein, pour le moment, mais à vrai dire, je trouve que autant le capitalisme, il pense souvent par stratégie, autant les mouvements sociaux, et ce que dit Harvey, il pense pas toujours en termes complètement stratégiques. Et la stratégie, à mon avis, c'est surtout une combinaison de stratégies, en fait. C'est pas une stratégie en particulier, c'est une combinaison de stratégies. En fait, on peut jouer sur des stratégies assez différenciées. Souffler le chaud, le froid, etc. Enfin, on n'est pas obligé de s'interdire au prétexte d'une sorte de pureté militante certaines stratégies, en fait. C'est celle qui va mieux fonctionner, qui peut être intéressante à un moment T. Oui, c'est comme dans le cadre de la lutte contre Notre-Dame-des-Landes. Et d'ailleurs, c'est là où tu parles de multiples stratégies, mais ces multiples stratégies, elles sont aussi permises parce qu'il y a une multiplicité d'acteurs. Parce que, par exemple, à Notre-Dame-des-Landes, s'il y avait uniquement des citoyennistes avec une logique citoyenniste, je veux dire, l'aéroport, il se serait fait. Et s'il y avait uniquement des anarchistes, peut-être que l'aéroport se serait fait parce que du coup, il y aurait eu un isolement beaucoup plus fort, moins de mobilisation, enfin une mobilisation, disons, beaucoup à une population beaucoup moins large, ils ont une opinion de la population locale plus hostile, etc., etc. Et finalement, c'est cette espèce de mélange un peu bigarré qui a permis, en tout cas, d'éviter la construction d'aéroports. C'est très difficile après pour les autorités de répondre à ça. C'est-à-dire que quand on a un mouvement et que, par exemple, éventuellement fortement réprimé, si dedans on a des citoyens propres sur eux, j'ai envie de dire, ou si on a des gens qui sont connus pour avoir toujours été jouer le jeu en gros de la démocratie classique, etc. C'est vrai que c'est perturbant. Ils ont du mal à se situer en fait. Finalement, brouiller certaines pistes, c'est pas inintéressant parce que arriver à brouiller des pistes en termes militants, moi je trouve ça plus intéressant qu'une stratégie ultra claire on a passé des heures à définir en réunion et dont on ne bouge pas en fait. Je trouve que finalement cette forme d'indécision, elle est pas inintéressante dans les questions de mobilisation. Enfin, en tout cas, je pense que c'était bien pour conclure notre première partie, voilà, d'être parti de problèmes un peu concrets, d'avoir montré comment est-ce que la géographie critique peut permettre de penser ces problèmes concrets
restructuration capitaliste des villes aujourd'hui, et aussi d'offrir des perspectives aux militants et aux militantes qui nous écoutent. Et ce qu'on propose, c'est après une pause musicale, de faire une deuxième partie qui revienne un peu de manière plus approfondie sur la géographie critique comme théorie critique, dans ses différentes dimensions, les différents auteurs. Bon, on reviendra un petit peu sur David Harvey et puis aussi sur les différents courants qui sont présents dans le livre Ville contestée pour une géographie critique de l'urbain, qu'on invite vraiment nos auditeurs et nos auditrices à lire. Et on en profite pour dire que l'autre co-directeur de cet ouvrage, donc Mathieu Giraud, est mort au Bataclan dans les attentats de novembre 2015, et que cette émission lui est dédiée. MARSEI, 2LE est à la une. Je reconnais plus ma ville, je ne reconnais plus ma rue. Où est mon centre-ville, celui d'avant a disparu. QNQSCV à tous ces enfants de la rue. À nos rues indomptées, génération du grabuge. Ma ville entière a sombré, soumise, ombrée pour en faire une belle ville de la Côte d'Azur. Marseille City en chantier, dernier coup de massue. En faveur de leur modèle, des dossiers sous leur cocktail. Grotesque à l'heure où mes frères saluent. Pendant qu'ils construisent leurs hôtels, plus belle et ma ville tout dans vos têtes. Marseille reflète à notre insu. Petit déliement, je longue peine au Beaumet ou à l'une. Pour pas grand chose dorénavant, on te fracture. Qu'est-ce qu'est devenu la Joliette après expulsion par centaines, certainement parce qu'on aurait voulu. Où est passée la ville du bled? Paraît que ce temps est révolu, capitale de la culture européenne. Si c'était une blague, c'est sûr qu'on ne l'aurait pas cru. Marseille redessinée par Euromède, venu chambouler toute la culture de la ville. L'écart se creuse, ressent la fracture qui s'ouvre. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Trop peu sont opposés aux colons de la belle cité de Fossé. Tous leurs plans ne sont qu'à l'opposé de la tradition, de l'esprit de la ville millénaire qui a toujours rassemblé les communautés. Terre d'accueil ouvert à l'autre, rebelle au roi, terre d'asile des apôtres. Commence à la porte de l'Orient, élu capitale de la culture de MARSEI, 2LE est à la une. Je reconnais plus ma ville, paraît qu'elle est devenue bien une. Choc des cultures, 2013, prix de vitesse, flic et caméra à chaque coin de rue. Expulsé pour du business, comme ce qui reste, esprit démoli comme ces murs qu'on a toujours tenus. Alors je dédicace les petites teignes anti-système, qu'on souhaite en cage ou pire, qu'est-ce que les miens vont devenir. Nos rues se remplissent de tristesse, un genre d'apartheid se dessine. La zone c'était pas que l'ivresse, la camaraderie, la vraie, la joie, y'avait pas de carabine. Car la nuit cesse, ici la jeunesse est en péril. Rien n'est fait pour elle et ça c'est vrai depuis des piges. Entassés dans des blocs, la celle ici c'est dans le gîte. Plus de place dans les réseaux donc ça tire dans le vif. Refont nos quartiers et nous virent pendant que la misère s'accroît. Tranquille se pavanent les touristes pendant que mes frères sont au placard. Partout les caméras nous fixent pour mieux aseptiser chaque place et l'identité de la ville. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Et avant la deuxième partie de l'émission, un bonus. Parmi tous les courants de la géographie critique, il faut aussi prendre en compte les approches féministes et les approches de genre, bon, qui ne sont pas tout à fait équivalentes, hein, mais il y a vraiment eu une histoire de la géographie féministe qui s'est beaucoup intéressée notamment à la question du travail. C'est vrai que les femmes ont été surtout dans le cadre par exemple des États-Unis un peu exclues du monde du travail pendant un moment, et donc les géographes féministes sont beaucoup intéressés à la question du confinement spatial, c'est-à-dire que les femmes se déplaceraient moins que les hommes. Bon, alors là aussi, ce que nous dit le texte de Mélissa Gilbert sur les travailleuses pauvres, qu'elles soient noires ou blanches, c'est qu'il y a des grandes variétés de situations. Et effectivement, il y a des travailleuses pauvres qui se déplacent beaucoup, mais ça, il suffit de le regarder quand on prend le RER le matin, qui vont faire le ménage, par exemple. Et puis, il y a des travailleuses qui sont effectivement plus spatialement confinées pour des questions en fait, familiales. Mais en fait, finalement, c'est ce qu'il faut envisager comme des théories, l'apport des théories générales. L'idée de confinement spatial elle est intéressante pour comprendre en fait ce qui
ce que peut produire l'espace capitaliste pour les femmes, c'est-à-dire soit le fait de rester dans la sphère domestique, soit inversement d'être obligé de faire un travail, de faire beaucoup de transport pour se rendre sur des lieux de travail assez précaires. Cette dimension, en fait, elle ne doit pas être de l'ordre de la théorie ou de la loi spatiale, en fait. Elle doit être envisagée dans toutes ses spécificités, c'est-à-dire que d'une ville à l'autre, d'une classe à l'autre, d'un rapport racial à l'autre, en fait, on n'a pas tout à fait les mêmes trajectoires. Et dans Mélissa Gilbert, elle s'est intéressée aux trajectoires des travailleuses pauvres, qu'elles soient blanches ou noires, dans une ville, en gros, à 60 km de Boston, qui s'appelle Worcester. En fait, elle se rend compte que effectivement, les femmes noires se déplacent encore moins que les femmes blanches. Alors sur le principe, on peut se dire c'est parce que c'est un très grand confinement spatial. Ce confinement spatial, en l'occurrence, il est lié à la très forte ségrégation sociale des femmes noires, parce que c'est une ville très ségrégée. Mais c'est aussi parce que, en fait, dans cet espace, l'espace n'est pas simplement une contrainte, il est toujours une ressource. Et que dans l'espace quotidien des femmes noires, il y a aussi des ressources, c'est-à-dire des amis qui vont aider à garder les enfants, quelqu'un qui va donner un tuyau pour avoir un logement, enfin tout ce qui fait que la vie quotidienne est supportable, en fait. Et donc quand on dit que l'espace est simplement une contrainte, ou qu'un quartier pauvre, par exemple, c'est uniquement de la contrainte, ou que des problèmes, en réalité, c'est pas vrai, parce qu'il y a toutes les solidarités, il y a tous les réseaux de solidarité qui se jouent dans un quartier qu'on pourrait appeler défavorisé, ou même ségrégé. En fait, il y a tout un tissu de relations sociales qui sont absolument nécessaires à la survie. Et donc, derrière les déplacements, en fait, on peut voir aussi les stratégies de survie. Et c'est ça que ça met en valeur, en fait, ces différences de déplacement. On n'a pas accès aux mêmes ressources quand on est une femme blanche, quand on est une femme noire, et quand on est un homme, et quand on est une femme. Et donc, les ressources varient, et on essaye de se débrouiller en fonction de ce qu'on a. Voilà. Donc, l'espace n'est pas simplement toujours une contrainte, il peut être vu comme une ressource. Et donc, il ne s'agit pas de briser, voilà, c'est très important ça, de ne pas briser dans les quartiers populaires les espaces de solidarité. Et c'est ça que les gens cherchent dans les quartiers populaires, ce qui fait l'attrait aussi de certaines cités en France, ou de certains quartiers même dégradés en France, c'est qu'il y a aussi du coup toute une vie sociale qui s'est mise en place, et qui est une vie sociale de survie, mais aussi de solidarité, d'intenses interactions sociales. Donc là, ça montre bien l'intérêt d'une théorie intersectionnelle, puisque là, on voit bien que le genre et la race fonctionnent de manière combinée par exemple dans la question des déplacements. Et puis après, je pense que c'était un point aussi important sur la question presque de l'agentivité, du fait que l'espace peut être aussi... alors bien sûr, il est une contrainte, il est une espèce de structure un peu lourde sur les individus, mais qu'en même temps... les individus peuvent y trouver des ressources. Alors après, évidemment, ces ressources, elles sont contraintes, elles sont limitées, etc. Mais qu'en tout cas, il faut essayer de trouver en tout cas des ressources dans l'espace. En fait, on parlait de Lefebvre et de l'auto-organisation, que le droit à la ville, c'était l'auto-organisation. En fait, on peut imaginer l'auto-organisation comme quelque chose d'absolument outil, qui serait en gros une structuration à l'échelle d'une ville, ou à l'échelle même d'un quartier ou d'un squat, etc. Ça peut être aussi l'auto-organisation, des formes d'auto-organisation. C'est-à-dire que les solidarités, c'est pas uniquement... On n'a pas besoin d'attendre une auto-organisation absolue pour faire de l'auto-organisation, quoi. On peut faire de l'auto-organisation au quotidien, une auto-organisation... on va dire, du quotidien. Et ça existe de tout temps, en fait. Sinon, on ne survivrait pas aux logiques du capitalisme telles qu'elles sont. Donc ça montre bien, en fait, dans cet article, que parfois, plus on est dominé, plus aussi on est amené à trouver des stratégies de survie et des stratégies de solidarité. Donc ça, c'est aussi intéressant dans l'étude de la ville. Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui aux villes au cœur du capitalisme et de ses transformations des 40 dernières années. Et pour en parler, nous sommes avec Cécile Gintrac, géographe et militante contre l'urbanisme capitaliste à Saint-Denis. Et donc dans une première partie, on a évoqué pas mal de thèmes, la question de la géographie critique, de comment est-ce que ça permet de comprendre l'actualité, et de qu'est-ce que ça donne comme outil un petit peu de lutte contre les transformations urbaines opérées par le capitalisme et sa soif de plus-value immobilière, et aussi lié au tourisme, dont on en a pas mal parlé dans la première partie.
Et là, on aimerait bien donc revenir un petit peu sur les différentes approches de la géographie critique qu'on a définies dans la première partie, faire un peu une espèce de tour d'horizon en revenant sur des choses dont on a déjà parlé pour les développer un petit peu, et puis aussi pour parler de différents courants qui sont dans le livre Ville contestée pour une géographie critique de l'urbain, donc qui est co-dirigé par notre invité. Et donc peut-être qu'on pourrait repartir de Harvey et de Neil Smith dans ce tour d'horizon, peut-être en commençant par préciser cette notion de rente foncière qui est... Parce que la rente pétrolière, tout le monde voit ce que c'est, la rente foncière, pas forcément. Oui, alors je vais essayer de clarifier les choses. Bon, il faut bien dire que tout terrain, en fait, porte en lui un profit qui est celui de la location, éventuellement de la vente. Cette location du terrain, elle peut se faire à plus ou moins long terme. Et évidemment, en fait, cette location, ou ce retour, ce retour sur investissement, il se fait aussi à travers les bâtiments qui accueillent ces terrains. Donc en fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a le terrain lui-même, qui peut exister par exemple pour les terrains agricoles, c'est toujours possible. Mais il y a aussi donc les terrains qui accueillent des bâtiments. Ces bâtiments eux-mêmes sont porteurs d'une valeur, soit d'une valeur foncière. Et donc dans l'idée de différentiel de rente foncière, c'est en gros, si je fais très simple, ce qui en est tiré à un instant T en termes de loyer, et ce qu'on pourrait en tirer dans un futur proche. Et c'est ce différentiel qui devient intéressant, c'est ce décalage dans le temps en fait qui devient intéressant, parce qu'en fait on peut se projeter, et là on peut investir sur un terrain ou sur un immeuble et savoir en fait qu'il va nous rapporter davantage après. Donc ce qui compte souvent, mais d'ailleurs c'est tout à fait la stratégie des investisseurs. Alors là c'est même pas, il suffit d'aller lire les magazines d'investissement. Ce qui compte c'est très intéressant, c'est toujours très géographique en fait quand on regarde les magazines. En fait on nous donne en gros le cadre. Donc quand il faut investir dans le Grand Paris, c'est quelles sont les communes intéressantes. C'est typiquement en fait on peut vraiment le lire à la lueur de la question du différentiel de rente foncière et du special fix de David Harvey. En gros, ce qu'il nous dit, c'est l'arrivée des transports potentiels, donc les investissements massifs qui vont être faits, et grosso modo les capacités, l'augmentation en fait des prix immobiliers. Et tout ça en fait permet un différentiel de rente foncière. Et plus le différentiel est important, plus entre ce qu'on a à un temps T et ce qu'on a dans le futur, il y a un potentiel de profit, plus il est intéressant d'investir maintenant. En fait. Oui, ça c'est la théorie de Neil Smith dont on a déjà parlé dans la première partie de l'émission et qui est effectivement extrêmement intéressante pour comprendre comment est-ce que le capitalisme peut réaliser des plus-values immobilières très importantes dans des endroits où auparavant c'était des quartiers ouvriers et tout ça, et ça on constate ça partout, et à Barcelone notamment, et dans d'autres villes. Et ça renvoie aussi à la... Bon, alors évidemment, ça permet d'expliquer la gentrification, et aussi ça renvoie au concept de Neil Smith du développement inégal. C'est-à-dire que finalement, le capitalisme, dans son développement inégal de l'espace, c'est-à-dire... il va y avoir des zones qui vont recevoir énormément d'investissements immobiliers et des zones qui vont recevoir peu d'investissements immobiliers. Et bien ces zones qui ont reçu peu d'investissements immobiliers vont en fait potentiellement, avec la dégradation de l'habitat, typiquement un quartier ouvrier bien situé, alors évidemment il y a des conditions, les transports, la situation, etc. Mais ils vont pouvoir être des opportunités de profit ultérieures. Et ce qui fait que ça permet de complexifier un petit peu, je trouve, la théorie du développement inégal, qui est une théorie un peu générale dans le marxisme, selon laquelle le capitalisme finalement hiérarchise les espaces. Il y a des espaces de commandement, des espaces périphériques de production et des espaces totalement marginalisés. Et bien comment est-ce que finalement ces espaces plus marginalisés ou plus dominés vont constituer en même temps des potentielles opportunités de profit. Et alors, ce qui est intéressant, justement, David Harvey le dit bien, et Neil Smith aussi, c'est que ça marche surtout à l'échelle urbaine, en fait. Parce qu'à l'échelle mondiale, évidemment, que la Centrafrique, même si elle est ultra marginalisée, ne constitue pas vraiment une opportunité de profit. Par contre, ça marche, évidemment, à une échelle spatiale très concentrée. Oui, parce que la ville, en soi, est déjà une concentration de richesse
une concentration de richesse. Donc en réalité, on a du développement inégal dans une zone qui est logiquement concentrée. En fait, j'ai envie de dire, il suffit de pas grand-chose. Non, souvent les investissements sont lourds, mais il suffit de réorienter un petit peu les investissements dans la ville, compte tenu de la proximité, pour en faire des terrains profitables. C'est vraiment l'application de cette rente foncière. Et c'est vrai qu'en fait, ce que dit bien Neil Smith, c'est que le bâti lui-même effectivement se détériore si on ne l'entretient pas. En fait, si on ne fait pas d'investissement, le bâti lui-même se détériore. Donc il faut en fait, il y a une forme de dégradation, entre guillemets, naturelle du bâti. Sans investissement, au bout d'un moment, effectivement, souvent l'immeuble vaut plus un clou. Alors, cela dit, c'est là qu'il faut comprendre un certain nombre de choses. À un moment donné, d'ailleurs, Neil Smith, il le dit, il dit qu'il faut comprendre ce processus de développement inégal aussi selon des logiques de race, de classe évidemment, mais aussi de race. C'est-à-dire qu'évidemment, un quartier identifié comme immigré, par exemple en France, ou un quartier de ghetto aux États-Unis, ça, c'est 2 fois plus dévalorisé, entre guillemets. Et généralement, c'est là qu'il y a une dévalorisation du bâti, c'est-à-dire que les propriétaires n'entretiennent pas. On le voit très bien dans l'habitat insalubre aussi, hein. C'est-à-dire que le fait de ne pas entretenir, ça ne fonctionne aussi que parce qu'on a des locataires qui sont dans une telle précarité qu'ils ne peuvent pas se loger ailleurs. Et souvent, à la précarité se rajoute aussi le fait d'être sans papier, et c'est là généralement qu'on peut tirer de l'argent d'un bien en fait qui n'en vaut pas, en fait, ou de tirer 600 € ou 700 € d'un studio complètement dégradé avec des cafards et des rats, en fait. Il y a toujours cette théorie, ces éléments théoriques vraiment qui permettent de comprendre en fait la trame générale. Il faut toujours le recontextualiser dans des relations sociales, de classe, de race. Parce que sans ça, en fait, on a du mal à comprendre pourquoi les gens paieraient 700 € pour un studio, un studio pourri, en fait. Donc, si on n'est pas dans une précarité juridique telle, ou qu'on n'est pas dans un système où, par exemple, on ne peut pas se loger par ailleurs, en fait, le taudis ne s'explique pas. Oui, en fait, finalement, la rente foncière, elle peut tirer profit de toutes les formes de situations. Oui. Des situations, elle peut tirer profit justement du fait que le capitalisme va placer ou a déjà placé ses centres de commandement avec des cadres très bien rémunérés, des centres financiers, etc. Elle peut en tirer profit, mais elle peut aussi tirer profit de la misère et voilà, des situations juridiques précaires. Tout à fait. Donc ça, c'est un point important du développement inégal, parce que dans le développement inégal, voilà, ce qui peut être intéressant, c'est d'envisager le développement inégal dans toutes ses dimensions. Et pour le coup, je ne sais pas si ça nous fait une transition, mais dans une dimension un peu intersectionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement à considérer les choses. C'est sûr que la question de la classe, elle est importante, mais en fait, on comprend assez mal, par exemple, la rue d'Aubagne ou Marseille ou même Saint-Denis si on ne prend pas en compte la question immigrée, en fait, et si on ne prend pas en compte le statut des immigrés. Bon, ça, je décale un petit peu de la théorie de la rente foncière, mais il le dit à un moment donné, Neil Smith, il dit qu'en fait, par exemple, il envisage vraiment cette question de la dévalorisation selon aussi la question de la race. Il en parle. Donc tout ça, c'est des éléments. En fait, on peut avoir une sorte de grande théorie de la valorisation, dévalorisation, du taux d'investissement, du taux de profit. Mais ça se comprend toujours dans une contextualisation sociale. Et c'est ça qui donne, en fait, je pense, la pleine mesure d'un phénomène et qui donne aussi les variations d'un lieu à l'autre. C'est ça qu'on peut comprendre, du coup, que la gentrification, elle ne soit pas identique dans un lieu ou dans un autre. C'est d'ailleurs, puisqu'on parlait de Mathieu Giroux, en fait, il y a eu un autre livre qui s'appelle Gentrification avec un S, qui est paru chez Amsterdam, de manière posthume. Alors, c'était un livre, là aussi, de plusieurs voix. Et donc Mathieu était là à coordonner à la fois l'ouvrage et il a aussi participé. D'où l'intérêt de mettre un gentrification avec un S, c'est-à-dire que le nombre de cas de figure, d'évolution de la gentrification, les réglementations, les situations sociales, raciales sont tellement différentes d'un lieu à un autre qu'en fait il n'y a pas un processus de gentrification, même si on peut avoir un cadre théorique pour le penser. Il y a en fait une profusion de situations de gentrification qui sont jamais tout à fait équivalentes. On parlait tout à l'heure de Saint-Ouen et de Saint-Denis. Même entre les deux villes, en fait, Saint-Ouen qui a maintenant un maire de droite et Saint-Denis qui a toujours une politique de préemption où elle menace de préemption, même si elle ne le fait pas forcément, mais elle menace de préempter si on dépasse un certain niveau de prix.
ça a quand même son effet. Ça fait un petit effet. Donc ça, c'est vraiment à la marge, mais en fait, c'est une sorte de... La gentrification, c'est le produit vraiment d'une variété de facteurs qui vont du social, du racial, des politiques publiques, des évolutions des tissus économiques de chacune des villes ou de chacun des quartiers même. Oui, d'ailleurs, vu qu'on revient sur ces exemples de Saint-Ouen et de Saint-Denis, je trouvais ça intéressant, notamment de mettre ça à la lumière de la question un peu du racisme environnemental, qui a fait l'objet d'un livre auquel on a consacré une émission, donc La nature est un champ de bataille, où justement il y avait l'idée que les activités urbaines les plus polluantes, qui dégradent le plus le quartier, sont localisées dans les endroits où la population racisée est la plus importante. Et là, presque on pourrait dire le caractère vraiment tordu du capitalisme, c'est que c'est les populations racisées et prolétaires qui vont avoir tendance à donc concentrer tous les pires problèmes urbains en termes de promiscuité, de mauvais bâti, pas de réparation, pas de rénovation du bâti, et des problèmes environnementaux. Par exemple, à Saint-Ouen, il y a un incinérateur, c'est pareil à Ivry, etc., etc. Et en même temps, à un moment, et c'est déjà arrivé par le passé, ça va être potentiellement cette situation catastrophique qui va être un vecteur de par le fait que c'est proche de Paris ou proche d'une nouvelle zone économique. Voilà, par le différentiel entre la rente actuelle qui est dans ce genre d'endroit du coup relativement faible, en tout cas par rapport aux espaces à proximité, et la rente foncière potentielle si ça devient un écoquartier ou un centre d'affaires, comme ça commence d'ailleurs un petit peu à Saint-Denis. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir, parce qu'il y a déjà un quartier d'affaires à Saint-Denis assez important. Qu'il était déjà là? Est-ce qu'il n'y a pas eu là, justement, dans la transformation de Saint-Denis, déjà, en fait, une opération de rente foncière différentielle? Ah bah complètement, parce qu'en fait c'était des terrains industriels qui valaient plus un clou, ils étaient pollués. Alors la dépollution a été faite généralement partie quand même par les autorités publiques. Là je vais prendre un cas ultra concret récent dans lequel je suis plongée, c'est un petit quartier qui s'appelle la Plaine Saunier qui va accueillir le centre aquatique olympique. C'est un quartier qui est entre l'A1, la 86, les voies ferrées et une rue qui sert quasiment de bretelle autoroutière de fête, qui s'appelle la rue Saunier. Donc ils vont accueillir il va être construit le centre aquatique. Ça a été racheté par la métropole du Grand Paris. Au début, la dépollution, normalement, c'est un terrain en fait qui avait été en bail emphytéotique. C'est un terrain de la mairie de Paris qui a été donné en bail emphytéotique à Engie. Engie va partir et c'est un terrain qui est ultra pollué. Ils vont pas faire la dépollution parce qu'il faut aller très vite. Donc c'est la métropole qui va payer la dépollution du site, donc l'argent public en fait. Une grande partie du centre aquatique va être payée en partie par le comité olympique international, mais aussi par la puissance publique. Ça va donner la possibilité d'investir dans du bureau et de faire un quartier de bureau encore, et partiellement un peu de logement, c'est discuté, et partiellement un peu de logement. Bon, la pollution, comme il n'est pas du tout question en fait de repenser les circulations, nous c'est un peu là-dessus qu'on milite en fait en termes d'inégalité environnementale. Comme il n'est pas question vraiment de repenser les circulations en l'état, il faut juste faire une passerelle au-dessus de la 1 pour accéder au quartier. En fait, ça va être un lieu ultra pollué, mais sous le couvert de l'environnementalisme, de matériaux propres, etc. On va pouvoir en faire un quartier rentable. Et le terrain, à l'heure actuelle, il coûte à peu près 14 millions. Alors, je me rends pas trop compte, mais je pense que c'est pas énorme, compte tenu de la taille à l'hectare. Et en fait, mais par contre, là, on retourne dans l'intérêt de ce que dit David Harvey, c'est que pour ça, il faut quand même un centre aquatique. Il faut une passerelle qui est financée par le système local. Et du coup, ça permet quasiment de faire un peu oublier le fond du problème, qui est quand même le fait que c'est l'un des endroits les plus pollués de France. Voilà, bon, ça, ils ne veulent pas s'y attaquer parce que c'est un peu plus compliqué. C'est vachement intéressant parce que ça fait la transition avec une idée très importante que David Harvey développe dans l'article qui a été traduit pour Ville contestée, qui est contre la ville-entreprise, où justement il montre comment est-ce que l'État a évidemment toujours été, on l'a déjà dit dans d'autres émissions, un acteur central
pour la création des conditions du développement du capitalisme. Mais maintenant, c'est les municipalités, depuis les années 70, sont devenues des acteurs encore plus importants là-dedans. D'une espèce de gestion plutôt en termes de planification urbaine à vraiment une gestion managériale où finalement il y a une espèce de concurrence mondiale des villes entre elles pour attirer les capitaux. Et du coup, ça demande des investissements publics extrêmement lourds, etc. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Parce que je pense que c'est très important. Et alors, ça a été repris dans un autre texte de Ville contestée sur les grands projets, sur l'urbanisation néolibérale de Swinguedou, Moulert et Rodriguez. Donc ça, c'est un projet un peu européen. Donc avec les opérations de grands projets qui, en fait, s'inscrivent en fait dans une vraie perspective de concurrence interurbaine. Effectivement, maintenant, c'est les métropoles qui assument une partie des coûts. Alors parfois, l'État quand même vient en renfort, en tout cas dans le cas français. Donc il y a un outil pour ça qui s'appelle les OIN, les opérations d'intérêt national. Donc Euroméditerranée, par exemple, à Marseille, c'est une opération d'intérêt national. Les JO, ça va être des opérations d'intérêt national. La Défense, c'est une OIN aussi. Donc de temps en temps, l'État vient quand même à la rescousse pour les grosses infrastructures. Mais effectivement, c'est surtout les villes qui développent à la fois des discours ou des projets emblématiques pour attirer. Alors ça se fait surtout sur des quartiers en fait où il y a eu un potentiel de rente foncière, donc des quartiers dégradés, enfin qu'on considère comme dégradés. Généralement, donc, dans cet article qui est vraiment issu ou qui s'inspire vraiment des travaux de Harvey, c'est en fait il y a des grandes tendances. L'État est toujours garant. Il y a aussi la possibilité d'une rente foncière. Donc là aussi c'est l'idée c'est guidé par le grand projet est vraiment guidé par ça. Et souvent pour financer, il y a une partie du financement qui vient de l'extraction de cette rente foncière. Et puis ensuite, ce qui est intéressant en termes là aussi militants, c'est que c'est caractérisé par une gestion autoritaire et une forme d'exclusion, une grande opacité en fait de ces projets, d'une grande complexité qui rend complètement illisible pour le citoyen lambda qui n'a pas du tout envie de s'y intéresser. Donc c'est compliqué, il y a des... Et évidemment, les réunions de concertation ne sont pas du tout faites pour qu'il y ait vraiment des changements. C'est que des changements à la marge. Ça ne remet pas du tout en compte l'esprit des projets. Et donc ça, en fait, c'est un article qui fait le bilan en fait, de plusieurs grands projets en Europe. Et en fait, on retrouve tout le temps sur les mêmes dynamiques. Donc quand on part en fait, du terrain, on se rend compte que ça fonctionne assez bien. Et c'est toujours les mêmes grandes tendances qu'on observe. Donc voilà, la dynamique du grand projet, de la ville entrepreneuriale, de l'image. Alors il faut des bâtiments emblématiques, une tour, une grande infrastructure sportive par exemple, un stade. Ça peut s'associer aux méga événements. Oui, les festivals. Voilà, les festivals, la capitale européenne de la culture, les Jeux Olympiques, enfin voilà, tous ces méga événements sportifs, culturels, etc., qui permettent aussi une concentration des investissements. L'idée, c'est que surtout les investisseurs privés, ils investissent que s'ils sont sûrs de récupérer leurs billes, en fait. Donc pour ça, il faut généralement effectivement un État garant. Et si possible, un moment qui puisse garantir en fait que les choses vont bien se réaliser. Par exemple, pour les JO, alors on peut le voir comme un moment festif, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que du coup, pour les JO, on sait que les infrastructures vont être livrées en temps et en heure. C'est une garantie absolue, en fait, qu'en 2024, tout ce qui a été prévu va être fait. Donc un investisseur qui ne veut pas prendre trop de risques, il se dit, mais c'est bingo, en fait, je sais que ça, de toute façon, en 2024, ce sera plié, que les financements publics, ils seront là, que s'il faut remettre de l'argent dans la caisse, ils peuvent pas laisser s'effondrer le truc. Donc, ils peuvent pas laisser des JO sans investissement ou sans village olympique ou sans centre aquatique. Donc, le truc, il va avoir lieu. Donc là, en fait, quand on met ses billes dans le quartier du village olympique ou dans le quartier du centre aquatique, on est sûr de récupérer sa mise, en fait. Le méga événement, il joue aussi des fois comme garantie, en fait, comme garantie temporelle. Oui, comme à Pékin en 2008, où il y avait des énormes opérations immobilières. Barcelone en 92, c'était pareil. Rio. Les Jeux Olympiques, on avait fait une émission avec Jean-Marie Brom, un peu de critique des Jeux Olympiques. Effectivement, c'est des opérateurs de restructuration de l'urbanisme merveilleux. À Rio de Janeiro aussi. Ouais, voilà, c'est une accélération très nette. Ça permet en fait aux investisseurs d'être sûrs de leurs investissements en fait. Donc, dans le cadre d'une opération où on va essayer de développer ou de tirer profit
du différentiel de rente foncière. Rien de mieux qu'un méga événement pour garantir l'effectivité des investissements publics. Oui. Et d'ailleurs, tout ça, ça fait écho à pas mal de choses dont parle David Harvey. C'est d'une part que, enfin, il parle quand même de certaines tendances historiques, il parle de géographie historique, et d'ailleurs c'est assez intéressant, que depuis donc 40 ans, il y a un certain nombre de tendances qu'il observe. Déjà, cette idée que finalement, les villes sont toujours plus les centres du capitalisme, surtout les métropoles d'ailleurs, hein, plus que les villes d'ailleurs, mais qu'il y a une espèce de métropolisation du capitalisme, de concentration du capital en fait. C'est pour ça que maintenant, d'ailleurs dans les cours de géographie qu'on a au collège et au lycée, on insiste tant sur les métropoles, parce qu'effectivement c'est devenu les nouveaux cœurs du capitalisme, et ça c'est lié à quelque chose dont parle déjà Marx d'ailleurs dans les Grundrisse, c'est l'anéantissement de l'espace par le temps, c'est-à-dire le fait que dans le capitalisme du 19e siècle, les dynamiques n'étaient pas les mêmes parce que en fait, il y avait une espèce de monopole ou quasi-monopole naturel pour un grand nombre de choses au moins, liées au coût de transport, temps de transport, etc. Donc, par exemple, c'est pour ça que David Harvey donne l'exemple, par exemple, de la bière. Tout le monde consommait une bière locale. Pas parce qu'ils aimaient la bière locale, mais simplement parce que il y avait une espèce de protection, il y avait une espèce de monopole naturel, et du coup, il y avait une concurrence entre les villes qui était beaucoup moins forte, parce que finalement, les villes ne pouvaient pas vraiment se concurrencer sur plein de choses. Il y avait une concurrence industrielle, sur certaines choses, évidemment. Il y avait évidemment un marché mondial où il y avait une compétition, mais il y avait un certain nombre de choses où il n'y avait pas encore cette compétition. Et ce qu'il y a de nouveau, justement, avec cet anéantissement de base par le temps, cette espèce de concurrence interurbaine sur tout, qui fait que, et ça c'est un aspect de la mondialisation qui est pas forcément tout, enfin on voit beaucoup l'aspect, le capital est mobile dans la mondialisation, on voit moins que derrière, il y a quand même des endroits fixes qui accueillent ce capital transnational extrêmement mobile, qui va chercher à tirer profit des différentiels et des spécificités. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant dans l'article de David Harvey sur l'art de la rente. C'est le fait que on parle beaucoup du fait que le capital est mobile et qu'il se déplace dans les endroits où les salaires sont les plus bas. C'est une tendance évidemment extrêmement importante dont il faut parler. Mais on parle moins du fait que en fait, le capital va aussi aller dans des endroits où les salaires sont beaucoup plus élevés, typiquement dans les métropoles, dans les mégalopoles, et que c'est pas seulement les classes ouvrières des différents pays qui sont en concurrence par rapport au salaire, ou les États des différents pays qui sont en concurrence par rapport à la fiscalité, mais aussi les villes qui sont en concurrence pour accueillir notamment les centres de commandement, les activités de service, etc. Effectivement, la métropolisation actuelle, c'est une mise en concurrence assez débridée des fonctions de commandement. Dans cette concurrence, effectivement, c'est là que David Harvey il arrive à retourner en fait l'argument de la pure annihilation de l'espace par le temps. C'est qu'en fait, ça ne se fait qu'à la condition en fait de fixer le capital dans des infrastructures fixes et localisées. Et comme il le disait, la circulation du capital, elle ne se fait que si on a des infrastructures fixes. Donc en fait, il essaye de compléter en quelque sorte la théorie de Marx à ce sujet. Néanmoins, ça n'empêche pas qu'effectivement les villes sont toutes en concurrence. Alors ce qui est d'autant plus marrant, c'est qu'elles adoptent absolument toutes le même type de discours. Donc c'est une contradiction qu'on peut s'expliquer difficilement, c'est qu'il y a une sorte d'uniformisation en fait du discours métropolitain qui fait que du coup des villes comme Marseille essayent de ressembler à une métropole. Enfin difficilement d'ailleurs, ils y arrivent difficilement en utilisant les mêmes recettes, en faisant comme si ça fonctionnait tout le temps, mais c'est pas toujours le cas, heureusement d'ailleurs, parce qu'en fait il y a quand même on fait pas une métropole entièrement à marche forcée. Enfin ça fonctionne pas comme ça. En fait il y a quand même des habitants, il y a quand même des quartiers, il y a quand même une histoire, et c'est plus compliqué que ça. Et donc là par exemple il suffit pas d'avoir le discours de la métropolisation pour faire la métropolisation. En fait il faut que l'investissement soit rentable, et il faut que les fonctions de commandement, elles existent aussi. Donc, par exemple, à Marseille, c'est moyennement le cas. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est ce que dit David Harvey dans son article dans Ville contestée, c'est le fait que c'est une concurrence, cette concurrence entre les villes, elle se passe
on peut dire par analogie à la concurrence entre entreprises, forcément c'est les grosses entreprises qui ont déjà, qui ont déjà un avantage sur le marché qui sont les plus favorisées. C'est-à-dire que pour Paris qui concentre déjà les fonctions de commandement et qui a déjà un capital symbolique collectif énorme, et bien évidemment c'est beaucoup plus facile. Il y a juste besoin en fait finalement de poursuivre entre guillemets cette espèce de, bon c'est pas tellement une rente pour la ville de Paris, mais enfin cette situation de spécificité disons, c'est de quand même différence. une rente, ouais. Oui, c'est une rente touristique pour le coup. Ouais, une rente touristique. Après aussi, effectivement, on peut envisager élargir le concept de rente aux métropoles un peu installées. C'est vrai qu'en fait, entre guillemets, on capitalise sur l'existant. Et ce qui est intéressant en fait au niveau des villes, c'est qu'en fait, on peut jouer aussi sur l'échelle. C'est-à-dire qu'il y a l'échelle mondiale, mais il y a l'échelle locale. C'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, une fois qu'on a cette concentration de richesse, on peut toujours jouer sur le développement inégal interne aux villes. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que le Monopoly se joue. Il y a un Monopoly à l'échelle mondiale, il y a un Monopoly à l'échelle locale. On peut toujours réinvestir à l'échelle locale. Donc cette concentration, elle se fait sur un terrain à l'échelle locale qui est inégal. Donc on peut toujours jouer là-dessus en fait. Et c'est vrai que comme l'objectif, c'est quand même que les investisseurs, certes, prennent des risques, mais n'en prennent quand même pas trop. C'est vrai que la métropole, il y a tout du rassurant. Donc on sait que c'est un lieu de richesse. Compte tenu des grandes inégalités et des décrochages qui arrivent, enfin on le voit bien actuellement dans la situation sociale de la France, les mouvements finalement contre les inégalités, que sont les mouvements des Gilets jaunes, c'est quand même une question avant tout sociale. Il y a des parties de la France qui sont plus du tout, effectivement... pas forcément profitables en fait, qui ont pas forcément d'intérêt économique en fait. Donc on a dans les métropoles, on est à peu près sûr les investisseurs sont à peu près sûrs de récupérer leurs billes. Enfin voilà, c'est à peu près l'idée en fait. Oui. C'est à peu près ce qu'on peut imaginer. Sinon, ce serait tellement facile. Ce serait tellement facile. Disons, on prendrait un endroit vraiment pourri, un territoire de la Creuse, et on se dirait, oh là là, le différentiel de la rente foncière, il est énorme. Mais le problème, c'est qu'en fait, il n'y aura jamais... ce n'est réalisé que s'il y a des activités autour. Et donc, en fait, il ne suffit pas simplement d'un développement inégal. Il faut un développement inégal qui soit fort en promesses futures, en fait. Bien sûr, c'est pour ça que la ville de Paris là-dessus est parfaite aussi parce qu'il y a aussi, tu parlais effectivement de cette différenciation interne aux villes, donc c'est un différentiel à la fois économique, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles opportunités de rente foncière différentielle avec la banlieue rouge notamment, et il y a aussi le fait qu'il y a une partie de Paris qui peut capitaliser sur le tourisme, une autre qui peut capitaliser sur la finance, les grandes entreprises comme la défense. Donc il y a aussi pour les investisseurs plein de possibilités. Enfin, Paris est une ville relativement sûre pour investir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on y investit massivement et qu'il y a tant de spéculation immobilière à Paris par rapport à ça, quoi. Alors, j'allais ajouter qu'effectivement, tout ça nécessite hautement, mais ça peut faire un peu un pont avec ce qui suit, mais hautement un système aussi de sécurisation. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir s'étendre, le capital doit aussi se le faire dans des lieux sûrs, à tout point de vue, sûrs sur le capital, mais aussi sur le retour sur investissement, mais sûr aussi dans la sécurisation. Donc là, on assiste en fait à des politiques aussi de sécurité qui sont nécessaires en fait par exemple aux méga événements dont on parlait pour Rio, il a fallu sécuriser largement la ville. Temporairement, parce que les problèmes de criminalité qui existent, qu'on peut pas nier, enfin de quasi-mafia, ils sont revenus quasiment immédiatement après, en fait. En tout cas, il faut pouvoir sécuriser. Donc c'est là aussi, par exemple, la géographie critique apporte des choses intéressantes, c'est-à-dire qu'il y a une vraie géographie de la criminalisation, en considérant en fait que l'espace est un outil dans la criminalisation. Si on prend par exemple la consommation de drogue, fort à parier en fait que si on faisait le bilan, la consommation de drogue est à peu près, je vais pas dire uniforme parce que c'est jamais uniforme, mais finalement assez bien partagée, c'est une réalité relativement bien partagée. Simplement en fait les quartiers qui sont identifiés comme des quartiers de la drogue, c'est surtout les quartiers populaires. Pour la simple et bonne raison qu'en fait l'espace et les lieux qu'on décide comme étant des espaces criminogènes, ça permet en fait d'aller les contrôler en fait, ou de considérer qu'on va contrôler essentiellement dans cet endroit. Et donc quand on contrôle cet endroit, on trouve des infractions. Et quand on trouve des infractions, on peut dire que ce quartier est hautement criminogène.
Si on faisait la même chose dans les rallyes du 16e arrondissement ou les soirées du 16e arrondissement, on trouverait sans doute la même chose, mais on ne le considère pas comme étant un lieu criminogène. Donc en fait, ça permet, ce discours aussi sur la criminalité, de contrôler en fait l'espace et d'utiliser l'espace comme un moyen de gouvernement, notamment des classes les plus pauvres. Oui, c'est pour ça que un des auteurs qui est très intéressant d'ailleurs, qui est un représentant donc un petit peu de la géographie critique marxiste allemande, donc qui s'appelle Bellina. Voilà, lui il parle de gouvernement par le crime, par l'espace. Et donc il montre ça, c'est un article vraiment très intéressant que je recommande vraiment de lire, qui est assez général, et donc ça s'applique à peu près à tout, même s'il prend pas mal d'exemples du coup en Allemagne. Et là je renvoie aussi à une émission qu'on avait fait sur la critique de la sécurité, voilà, qui est aussi quelque chose de très intéressant, notamment sur sécurisation des investissements, sécurisation de l'espace en termes de politique répressive, évidemment les deux vont de pair. Et donc lui, voilà, il montre bien comment est-ce que on va en fait nettoyer des espaces publics de certaines populations à l'aide de politiques répressives. Par exemple, il explique que la vidéosurveillance ne diminue pas la criminalité dans les espaces publics, mais par contre que ça a un effet sur le fait que ça va faire partir une partie des populations, les SDF, etc., des populations qui peuvent être qualifiées de criminelles, mais seulement, il le rappelle bien, parce que la criminalité, évidemment, une notion qui est construite socialement, historiquement changeante, etc., et que en fait, le principal effet de ces politiques sécuritaires de ville, c'est pas tellement de faire baisser le nombre d'homicides ou de vols, etc., mais plutôt de chasser les populations marginales, les punks, les SDF, etc. Et c'est là, c'est ce qu'on voit aussi à Paris, avec aussi tout le développement alors à la fois de ces politiques sécuritaires, mais aussi on le voit même dans le mobilier, hein, tous ces dispositifs anti-SDF. Oui, tout à fait. Et puis c'est surtout que là, en l'occurrence, l'espace peut permettre en fait de créer des lieux spécifiques. C'est-à-dire que par exemple, la consommation d'alcool pose pas de problème devant les bars du 6e arrondissement. J'ai rarement, enfin il y a quelques verbalisations, mais la plupart du temps, ou sur le canal Saint-Martin, c'est un quartier où finalement, les gens boire de l'alcool, ça pose pas de problème. Mais il y a plein de villes de banlieue où la consommation d'alcool sur la voie publique est interdite. Au moins la vente d'alcool, par exemple, après une certaine heure, est interdite. C'est le cas, par exemple, dans le centre-ville de Saint-Denis. Donc en fait, pour éviter les attroupements, en fait, on a délimité un secteur où on dit, dans ce secteur, il n'est pas possible de boire de l'alcool après une certaine heure. Ou de vendre de l'alcool après une certaine heure. Ce qui revient à peu près Du coup, c'est étonnant, parce que si évidemment, si on faisait ça sur les berges de Seine pendant Paris-Plage, ça serait pas du tout la même histoire, en fait. Ça veut bien dire qu'en fait, on a une vision en fait de ce qui est possible pour les pauvres et pour les racisés qui est assez différente de ce qui est possible pour les classes supérieures et les blancs. Enfin, disons les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui sont très différentes et ça passe souvent par une sectorisation, parce qu'on peut pas dire en fait on interdit les noirs de boire, c'est pas possible. On va pas dire vous êtes noir donc vous pouvez pas boire. Donc en fait, ce qui est très souvent le cas en France, on est toujours passé par des sectorisations, c'est-à-dire la zone urbaine sensible. En fait, c'est une sorte d'euphémisation des rapports de classe et de race, me semble-t-il. C'est-à-dire que il suffit dans un paysage un peu, on va dire, ségrégué, de délimiter un espace en disant dans cet espace, il n'est pas possible de faire telle et telle chose, parce que c'est un espace très criminogène ou qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc on délimite un espace, on ne cible pas des gens en particulier, mais dans le fond, ça revient un petit peu à la même chose, c'est-à-dire que, vous voyez, sur le canal, près du canal de Saint-Denis, ça va être assez mal perçu d'aller boire sur le long du canal, parce qu'en fait, c'est surtout des populations immigrées. Mais si vous faites la même chose sur le long du canal Saint-Martin, le samedi soir à Paris, c'est extrêmement bon enfant et sympathique. Oui, bien sûr. C'est intéressant, cette espèce de gouvernement finalement raciste par l'espace, en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a en fait indirectement des politiques éminemment raciales derrière des effets de sectorisation spatiale qui ont l'air d'être tout à fait neutres, en fait. C'est jamais neutre. C'est jamais neutre, parce qu'on sait bien qu'il y a des fortes concentrations de populations immigrées dans certains espaces. Donc en fait,
c'est tout un courant de la géographie critique qui s'intéresse finalement à la manière dont l'espace est utilisé par les forces de l'ordre, par les forces du maintien de l'ordre, comme un outil de contrôle des populations et de contrôle de certaines populations. Ça permet quand même de garder en fait une certaine illusion de l'égalité face à la loi, mais en fait on peut du coup ne pas faire la même chose selon le lieu où on est, mais en fait ça touche essentiellement des catégories de population en réalité. Ouais, les politiques urbaines, elles sont évidemment pas neutres. Ça me fait penser à l'exemple de la rénovation de Paris sous Haussmann pendant le Second Empire, où évidemment le fait de tracer des grands boulevards, bah évidemment c'est fait pour la bourgeoisie et en cas d'insurrection prolétarienne, et ça détruit des quartiers ouvriers. Voilà, et en fait finalement, soi-disant, c'était pour lutter contre la misère, mais en fait on déplace la misère sociale de quelques rues, et en fait c'est simplement pour la bourgeoisie et pour le développement du capital, avec voilà, les flux qui sont facilités et pour une éventuelle répression. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que la bourgeoisie ou les classes dominantes ont souvent une stratégie spatiale qui n'est pas évidente de prime abord. Et c'est pour ça que les mouvements en réaction doivent avoir aussi des stratégies plus spatialisées en réalité. Parce qu'en fait, face aux mouvements sociaux, en fait, on a des stratégies très spatiales quand on regarde bien. Bon, il suffit de revoir les manifestations du mois de novembre et décembre 2018 pour les Gilets jaunes. Enfin, on a bien vu que le nerf de la guerre, c'était les stratégies de confinement spatial des manifestants, de où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on les guide, où est-ce qu'on les amène, etc. C'est très spatial. Et donc, je connais des gens qui travaillent en France sur vraiment les outils spatiaux de la police et de la gendarmerie. Ils ont leur propre système de cartographie, leur propre appréhension de l'espace. Et il y a toute une sorte d'ethnographie de la police, en fait, de comment la police intègre les questions spatiales, les cartes, les systèmes d'information géographique, etc., etc. Et comment elle les utilise et comment elle s'en empare. Oui, c'est pour ça, je pense que c'est quelque chose qui est un peu, on pourrait dire, un enseignement de la géographie critique assez générale, c'est que la production de l'espace, enfin l'espace n'est pas une réalité neutre, que la production de l'espace, elle est historique, elle est liée à des rapports de classe, de race, à des politiques étatiques, à des restructurations du capitalisme, et que aussi même les représentations spatiales ne sont pas neutres, mais que derrière il y a des agendas idéologiques, des réalités matérielles, et que tout le discours en fait, par exemple autour de la métropole, etc., c'est pas un discours neutre, et que, en tout cas, on espère à l'issue de cette émission que ce sera plus facile, disons, de décoder un petit peu les discours sur les transformations urbaines, et aussi d'être mieux armé théoriquement pour comprendre ces transformations urbaines qui ont lieu depuis 40 ans, mais aussi aujourd'hui, et que ça sera aussi évidemment des outils pour lutter contre ces transformations capitalistes de l'espace. En tout cas, merci Cécile de nous avoir parlé de la géographie critique. Merci. Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.